Bonsoir à toutes et à tous, distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs. Mon nom est Vincent Poitouche, j'ai le privilège d'être directeur de la recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille ce soir dans le plus beau centre de recherche hospitalo-universitaire du monde, ce qui est parfaitement de rigueur pour accueillir une sommité mondiale. Que je remercie d'être avec nous, professeur Bengio. Pour s'entretenir avec le professeur Bengio, je vais demander à Madame Carole Jabet, qui est directrice adjointe du Centre de recherche du CHUM, de prendre place. Et je vais demander à Madame Nathalie Beaulieu, directrice d'enseignement et de l'Académie du CHUM, de venir vous présenter notre invité. Merci Vincent. C'est avec un immense bonheur que nous vous lançons ce soir notre série de grands événements de l'École de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Vincent m'a présenté comme étant la directrice de l'enseignement de l'Académie, mais je suis également la directrice de l'École de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Et bien sûr, nous sommes en direct du Centre de recherche du CHUM, également en diffusion directe via Facebook Live. Je vous dirais que très activement, depuis janvier dernier, l'équipe de l'EIAS, l'École de l'IA appliquée à la santé, a été à la rencontre des patients, des professionnels de la santé, des étudiants, chercheurs, partenaires et membres de notre écosystème pour bien comprendre et saisir leurs besoins. Et je vous dirais que nous avons compris que tous s'attendent à ce que l'école à la santé joue un rôle vraiment de connecteur entre la communauté de la santé et nos experts de l'IA. On a également bien entendu la volonté collective de mieux comprendre l'intelligence artificielle, de mieux se l'approprier et de l'intégrer au bénéfice de la population et des patients. Donc, un événement comme ce soir s'inscrit directement en lien avec les besoins qui nous ont été mentionnés par notre communauté. Donc, au nom de l'EIAS, j'ai le grand honneur et le privilège de vous présenter notre invité, qui est un visionnaire qui guide la recherche et le déploiement de l'IA de façon responsable. Il est un pionnier de l'apprentissage profond, professeur, bien sûr, à l'Université de Montréal, chercheur de renommée mondiale. Il a à son actif plus de 300 publications et également a été cité plus de 80 000 fois. Professeur Yoshua Bengio est également fondateur du MILA, directeur scientifique d'Ivado et également cofondateur d'Element AI. Donc, à la fin de l'entrevue, je vais inviter les membres de l'auditoire à poser vos questions à notre leader et récipiendaire du prix Turing. Donc, j'inviterai maintenant professeur Yoshua Bengio à venir nous rejoindre sur la scène. Merci. Bonjour, professeur Bengio, bienvenue chez nous.
Bonjour à tous et merci d'être en si grand nombre. Je dois avouer que c'est un peu impressionnant. Ma voix va se placer à un moment donné. Merci d'être venus à cet événement très spécial de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM. Merci aux partenaires de cette école d'être présents. Merci aux représentants des ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère du Développement économique, de l'innovation, dont je sais que certains sont dans la salle, ce qui, je pense, démontre un grand intérêt qu'ils ont envers nos deux disciplines qui vont se rejoindre, j'imagine, pendant cette entrevue. Merci à nos confrères des autres établissements de santé qui nous ont rejoints pour cet événement. Et puis, un merci très chaleureux à mes collègues que je côtoie tous les jours et qui avaient un intérêt absolument très grand à venir jaser avec vous, et j'ai le privilège de transmettre leur voix. Alors, professeur Bengio, comme je disais, on vous accueille chez nous au CHUM, et pourtant, pas tout de suite. On va démarrer cette entrevue chez vous, au Mila, dans votre bureau, dans vos locaux. Et on a fait ce choix parce qu'en fait, on est tous un petit peu néophytes encore avec l'intelligence artificielle. Et je vais commencer ma première question en rappelant qui je suis, d'où je viens. Je suis une personne de recherche. Puis en recherche, il y a un exercice qu'on aime bien. L'exercice qu'on aime bien, c'est ma thèse en 180 secondes. Alors, je ne vous demanderai pas de faire votre thèse en 180 secondes, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, dans ce quelques temps-là, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne? C'est quoi les outils? En 180 secondes. En 180 secondes. Pas une de plus, parce que notre temps est compté. Bon, l'intelligence artificielle essaie de développer des machines qui vont être capables de prendre des décisions aussi bien que les humains. Et puis, ça requiert des connaissances. Et la question fondamentale de l'intelligence artificielle, c'est d'où viennent ces connaissances. Pendant longtemps, on a essayé de donner directement nos connaissances à l'ordinateur. Malheureusement, beaucoup de nos connaissances ne nous sont pas nous-mêmes accessibles ou, dans le cas de la santé, sont peut-être cachées dans des tonnes de données. Et donc, la solution qui s'impose depuis quelques années, c'est basé sur l'apprentissage, c'est-à-dire que l'ordinateur apprend ses connaissances manquantes par l'exemple, par des données, par potentiellement l'interaction avec un environnement. Et puis, les résultats de cette approche sont spectaculaires. Puis, en particulier, les grands progrès qu'on a eus sont dus à un type particulier d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage profond, réseau de neurones, qui s'inspire des calculs qui se font dans le cerveau. Donc, la boucle est bouclée. OK, mieux qu'en 180 secondes. Et puis, je pense qu'on a saisi. Donc, c'est fascinant. Si je vous suis, cet apprentissage machine, ces réseaux de neurones, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance d'image. Mais ça s'en va où? C'est quoi les développements auxquels on peut s'attendre? Est-ce que c'est toujours plus d'applications dans plus de domaines, et puis c'est ça qui stimule les experts comme vous, ou est-ce qu'on a une recherche qui nous amène encore plus loin, ou les deux? Ce qui stimule les chercheurs comme moi, c'est qu'on est encore très loin de l'intelligence de niveau humain avec les systèmes actuels. Si on regarde les erreurs qui sont faites par ces systèmes-là, on se rend compte qu'ils sont très stupides. Ils ont même pas la... Siri est stupide, chouette. Oui, parce que si on lui pose des questions qui sortent des schémas pour lesquels il a été programmé ou entraîné, selon le cas, on se rend compte qu'il n'y a pas de compréhension derrière ça. Si on regarde le genre d'erreurs qui sont faites par ces systèmes-là, qui pourraient être rares, mais n'empêche, nous montrent qu'il n'y a pas une compréhension du monde qu'un chien, un chat ou un enfant de 2 ans pourrait avoir. Donc, ça soulève quand même toutes sortes de questions de recherche dont je pourrais parler pendant plusieurs heures, mais qui sont de niveau, peut-être plus au niveau de la fondamentale, des questions plus mathématiques que des applications elles-mêmes. Mais souvent, c'est des questions qui sont posées par les applications. Par exemple, en santé,
souvent on est confronté à des situations où on a très peu de données pour répondre à une question particulière. On a fait une étude, on a quelques centaines de cas pour cette étude. Aujourd'hui, on pourrait dire, si on n'avait que ces données-là, avec les systèmes d'intelligence artificielle basés sur les données, l'apprentissage, on ne pourra rien faire. Il n'y a juste pas assez d'exemples. Mais l'humain, lui, est capable de faire quelque chose parfois avec très peu d'exemples parce qu'il bénéficie d'un bagage, de tout ce qu'il a appris auparavant. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'entrer aussi dans les systèmes d'intelligence artificielle qui leur permettent de peut-être résoudre différents problèmes. Et pour chacun de ces problèmes, peut-être avoir besoin de très peu de données. Et donc, c'est comme si là où on s'en allait, j'invitais des algorithmes à faire des liaisons entre des cas qu'ils ne voyaient pas forcément avant. Au lieu d'être juste focusé sur la question particulière, est-ce que tel médicament va aider telle cohorte? Et si on élargit la question, au maximum, on pourrait dire comprendre la biologie humaine. Sérieusement, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Bien, tout d'un coup, ça nous permet de répondre à ces questions-là avec relativement peu de données. Mais évidemment, on bénéficie de beaucoup d'autres données qui semblent différentes, mais qui ont rapport avec quelque chose de partagé entre toutes ces données, qui ont rapport, mettons, avec le corps humain, son fonctionnement et ses faiblesses. Intéressant. J'ai lu, parce que forcément, j'ai quand même fait un peu mes devoirs, là, que dans les années 90, quand tout le monde faisait de l'apprentissage machine, vous commenciez vos travaux davantage en apprentissage profond. Et vous aviez mentionné qu'à ce moment-là, ce n'était pas très séduisant pour les étudiants, puis qu'ils allaient ailleurs. Là, on parle de nouvelles recherches, de nouveaux développements. Forcément, ça va se faire avec ces fameux étudiants, cette fameuse relève. Première question, c'est toujours aussi difficile d'avoir des étudiants quand on a un pre-Turing? Non, c'est le problème inverse, là. J'ai pas le temps de répondre à tous les courriels, donc je m'excuse d'avance. J'ai de la misère à suivre, là. Et pas juste moi, mes collègues aussi. C'est pas besoin d'avoir un prix Turing. Des profs qui font de la recherche en intelligence artificielle, avec l'apprentissage profond, etc., il n'y en a juste pas assez aujourd'hui. Et la demande du monde entier, des étudiants qui veulent faire des doctorats, des maîtrises, des post-docs, on ne fournit pas. Donc, on essaie de... Enfin, moi, j'essaie de faire des choix stratégiques. Bon, évidemment, on essaie toujours de prendre des bons étudiants, mais aussi de réfléchir aux sujets qui les intéressent. Donc, par exemple, s'ils s'intéressent à la santé, bien, je pense que c'est un besoin de la société qui est important et ça vaut la peine peut-être d'investir un petit peu plus. D'investir dans ce domaine-là. Ces étudiants-là, ils sont formés en mathématiques, en informatique, oui. Ou j'en aurais en neurosciences, par exemple? Il me semble que ce serait intéressant de les croiser. Ça serait intéressant. Malheureusement, aujourd'hui, justement, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'écoles comme celle-là. Il n'y a pas assez de gens qui ont une formation qui permette de travailler à l'intersection. Donc, au niveau du doctorat, c'est clair que les gens qu'on recrute dans mon groupe, c'est vraiment plus des étudiants qui ont un bagage assez fort en mathématiques. Donc, en général, c'est de l'informatique ou maths-info et ce genre de connaissances-là. Okay. Et ils ne connaissent rien à la santé ou à la biologie. Mais il y en a qui s'y intéressent, puis là, engagent des collaborations. Sur le long terme, il y a des gens qui réussissent à se développer en venant de la biologie vers l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas une filière qui est très profonde aujourd'hui. À cultiver, alors, on va continuer. Oui, puis on fortement. A besoin de ça parce qu'il y a une très, très grande demande. Et on navigue dans le même monde académique de financement de la recherche. On sait que nos agences subventionnaires sont très, très préoccupées d'équité, de bonne distribution entre les genres et l'ensemble des individus. On a un gros problème de ce côté-là. Vos étudiants, hommes, femmes, est-ce que c'est comme quand j'étais ingénieur, on en a à peine 10% dans une promo? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ah, mon Dieu, on n'a pas évolué dans les 30 dernières années? Non.
ça nous prendrait un peu plus d'intelligence artificielle. Plus sérieusement, est-ce que... ou naturel. Plus sérieusement, est-ce que ça pose pas un problème? Je discutais avec un de mes collègues dans mon équipe hier, et puis on se disait, est-ce que finalement, s'il n'y a que des hommes qui codent des algorithmes, qui apprennent, est-ce que ça n'introduit pas un biais, et je ne qualifierais pas ni bon ni mauvais par rapport à une femme qui n'a pas forcément les mêmes repères ou les mêmes référentiels? Oui, non? C'est difficile à dire, mais là où il y a un biais, c'est dans les choix des sujets. Donc, cette année, j'ai interviewé plusieurs étudiants pour travailler dans mon groupe. Puis, il y en avait 3 qui étaient intéressés à la santé, 2 femmes, 1 homme. OK. Les hommes, ils vont où? En finance, en transport? Non, ils font des choses... blockchain, non, la plupart des choses, non, ils ne affaires. s'intéressent pas aux applications en général. OK. Oh, OK. On fait plus de la recherche fondamentale OK. en apprentissage automatique dans mon groupe, mais c'est quand même pour dire qu'il y a un biais des intérêts qui est associé au genre aussi. Donc, si on veut qu'il y ait plus de gens qui travaillent à l'intersection, je pense que c'est en même temps une opportunité pour rétablir l'équilibre des genres. Mais ce serait bien que ce ne soit pas biaisé d'une manière ou d'une autre. Ben oui, que ce soit indépendamment de la thématique qui nous sert de sujet de recherche. On a ici la vidéo du Mila. Les gens peuvent le regarder aller. C'est votre environnement, votre laboratoire, ce que vous avez construit. Montréal est réputé, on le lit à tous les jours, comme une place forte d'intelligence artificielle, grâce notamment aux masses critiques que vous êtes capable de développer. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a de différent ou d'attractif ou de spécifique, à part les experts qui sont là, dans une place comme le Mila, versus d'autres places dans le monde où il y a des pôles d'intelligence artificielle et de développement? Puis quelles sont-elles d'ailleurs, ces places dans le monde? Bon. D'abord, ce qui nous différencie, mettons, d'autres universités ou d'autres villes dans le monde, c'est comme la saucisse high grade, c'est-à-dire que plus il y a de gens à un endroit... C'est bon, ça. Plus il y a de gens à un endroit qui travaillent sur un sujet, puis plus il y a cette masse critique, et plus ça attire d'autres qui veulent être avec les meilleurs, là où il y a plus de gens avec des expertises complémentaires, etc. Donc ça joue un effet très boule de neige. Donc ça, c'est une chose. On n'est pas les seuls où il y a des fortes concentrations, mais au niveau universitaire, on est vraiment pas mal meneurs en apprentissage profond. D'autres endroits où vraiment c'est très fort au niveau universitaire, il y a Berkeley, NYU, à MIT, ils veulent, là, ils disent qu'ils vont investir 1 milliard là-dedans, mais ils n'ont pas encore... C'est un peu snob, MIT, ils ne sont pas là, c'est comme... Tant mieux. Ben, ils partent de loin. Ils partent de loin, en plus. On va se faire plaisir. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont un groupe d'intelligence artificielle qui existe depuis longtemps, sauf qu'ils n'ont pas pris le bateau de l'apprentissage profond. Donc là, ils se réveillent, puis ils vont sûrement attirer des bons chercheurs parce que c'est quand même un endroit prestigieux. Et ça, c'est un peu vrai à d'autres endroits aussi. Donc vraiment visionnaire, alors, nous. Ça nous distingue. En tout cas, on est parti un peu avant les autres. Donc ça, c'est ça qui nous donne un avantage. Je dirais une autre différence aussi, c'est l'importance qu'on donne aux aspects éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Je pense qu'au Québec, en général, on a des valeurs qui sont très, très poussées dans cette direction. Et on est soutenu par les gouvernements des deux côtés dans cet axe-là. C'est quelque chose qui joue aussi comme facteur attractif. Ce qui est excellent, d'ailleurs, à mon avis. Puis effectivement, nos valeurs se retrouvent dans un certain nombre de documents. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Vous êtes fondateur, créateur, visionnaire de beaucoup de choses. Et, trop, ça me donne mal à la tête. Trop, j'en vis pas votre vie à tous les jours, mais notamment créateur de Element AI.
Puis, c'est quoi cette importance pour vous de mettre en commun chercheurs, étudiants, entrepreneurs, entreprises, compagnies? Pourquoi créer ce melting pot? Ben là, on est bien dans des fauteuils, mais pas dans des divans. À part le masochisme. C'est parti de la crainte qu'on s'en aille vers un monde où l'intelligence artificielle serait développée commercialement, principalement à quelques endroits. Donc, mettons, dans la Silicon Valley aux États-Unis, en Chine, et que beaucoup de la richesse qui va être créée par ces nouvelles technologies, finalement, se retrouve entre les mains de quelques compagnies dans très peu de pays. Et qu'au Canada, on aurait contribué de manière importante à la science pour lancer tout ça, puis qu'on se retrouve, comme c'est arrivé avant, que ça échappe. À ne pas profiter de la richesse qui va être créée. Et moi, je ne suis pas un obsédé de l'argent, mais par contre, je me dis, cette transformation économique, par exemple dans le domaine du marché de l'emploi, avec l'automatisation, ça va créer de la richesse pour les capitalistes, mais ça va aussi créer de la misère pour ceux qui perdent leur emploi. Puis ça va tomber sur le dos de qui de gérer ça, puis de changer le système d'éducation pour former les gens et améliorer le filet social. Moi, je crois beaucoup, par exemple, au revenu minimum garanti. Ça coûte de l'argent, ça. L'argent, pour ça, doit venir de la création de richesse que l'intelligence artificielle va fournir. Donc, logiquement, il faut qu'on crée notre propre richesse aussi avec l'intelligence artificielle ici, qu'on ne soit pas juste des consommateurs de ces produits-là, et qu'on soit aussi des développeurs, qu'on soit des producteurs d'intelligence artificielle, qu'on l'exporte. Puis on doit aussi aider d'autres pays, qui ne sont pas les États-Unis et la Chine, à se développer. Donc on a beaucoup de liens avec l'Europe. On essaie de créer des liens aussi avec des pays, en voie de développement, en Afrique. Ça bouge très, très vite là, dans certains pays. En Inde, dans certains pays d'Afrique, il y a vraiment un bouillonnement entrepreneurial, universitaire. Donc, on veut encourager ça. Puis, en étant un pôle différent, on peut jouer ce rôle. C'est intéressant parce que c'est à la fois un rôle de leader, de mentor, comme on a souvent en recherche notamment, puis un rôle de créer un écosystème un peu autoportant qui finalement va profiter de ses propres découvertes. Ouais. Je pense que c'est un modèle mon intéressant. Idée, c'est il faut qu'on crée des centaines de compagnies qui vont développer l'intelligence artificielle dans plein de domaines, et peut-être que une poignée de celles-là vont devenir des grandes compagnies à la Google, Facebook. Oui, puis je vous suis, parce que même si elles ne deviennent pas toutes des Google, Facebook, elles vont toutes créer à un moment donné de la richesse, et autant de la richesse économique que sociale. Je pense que c'est ça que j'entends aussi, ça qui aussi, est très important. C'est quelque chose qui, en étant dans les producteurs, on peut avoir une influence sur les directions dans lesquelles ça va être appliqué. Parce qu'elle rejoint un des grands projets qui est cher à notre PDG ici, d'ailleurs, qui, à mon avis, vous rejoignez. Je vais arrêter là notre visite du Mila et non pas notre entrevue. Je vais cheminer, je vais nous faire cheminer dans un nouvel environnement, si vous voulez bien. On va découvrir cet environnement. On aimerait ça. Surprise. Alors le voici, notre nouvel environnement. Donc cette fois, vraiment, bienvenue chez nous. Donc vous voici au CHUM, à l'hôpital, un des hôpitaux, un peu comme le centre de recherche parmi les plus modernes au monde. J'ai vu ça. Puis tant dans son infrastructure, c'est technologique, je pense, dans la façon très organique que notre établissement a de miser sur l'innovation pour l'amélioration de notre santé. Puis là,
là, en fait, on voit une chambre, on voit un patient, on voit ses soignants. Il est souvent entouré de sa famille dans ces chambres-là. Et ma question est la suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle pour ce patient, pour cet environnement, c'est le futur ou est-ce que c'est déjà là dans la réalité? Est-ce qu'on a des exemples de comment est-ce qu'on l'utilise déjà dans notre domaine de la santé? C'est une bonne question. Je pense que c'est surtout dans le futur. Il y a des choses qui sont plus développées que d'autres. Par exemple, en radiologie. Mais oui, la vaste majorité de l'impact de l'intelligence artificielle en santé est à venir. Et vous savez comme moi qu'il y a un pipeline assez long entre la conception, disons, algorithmique des solutions à des problèmes et le déploiement dans les hôpitaux. Donc là, on voit le début du pipeline, on voit des chercheurs en sciences médicales, en informatique, etc., qui développent sur des bases de données qui viennent des hôpitaux, mais qui ne sont pas nécessairement encore déployées. Donc ça, il y a une littérature en explosion là, de recherche appliquée en médecine de l'intelligence artificielle. Ce qui nous laisse supposer, puis aussi, parce que ça fait du bruit, on entend parler de ces résultats-là dans les médias, que c'est en train de faire son chemin dans les hôpitaux. Alors, moi, je pense même qu'on sous-estime peut-être, ce que les gens disent, c'est qu'on surestime la vitesse des transformations qui s'en viennent à court terme. OK. Et on sous-estime les transformations qui vont avoir lieu à long terme. Ça, c'est en général. Là, je ne parle pas de la santé en particulier, mais je pense que c'est vrai aussi. Donc, peut-être que les gens sont enthousiastes aujourd'hui, etc., puis s'imaginent que dans 1 an, 2 ans, ça y est, le CHUM va être complètement différent. Donc ça, c'est surestimer les changements à court terme, mais parce que notre imagination est limitée, puis qu'on n'a pas pensé nécessairement aux applications, peut-être personne n'y a pensé, puis demain, un ingénieur, un entrepreneur, un médecin va trouver une nouvelle application qui va changer complètement plein de choses dans l'hôpital. C'est difficile pour nous d'imaginer des changements vraiment transformationnels qui vont avoir lieu dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est comme ça que j'essaie de répondre à votre question. Ouais, c'est intéressant. Je pense que je vous challengerai un petit peu sur cette réponse-là. Je vais me permettre. Mais oui. Parce que je pense que vous avez tout à fait raison quand on observe et on les voit défiler dans le centre de recherche en termes de développement, les projets d'analyse d'images, etc. On a des très bons premiers résultats. Je pense qu'on a beaucoup de validation à aller faire. Je pense que par contre, on a des applications hyper intéressantes que j'ai vues faites par des groupes comme Dr Nadia Larici à Polytechnique sur l'application d'outils d'intelligence artificielle pour, par exemple, la gestion de flux de patients à travers des services de radio-oncologie, à travers des services d'urgence, qui sont peut-être pas l'intelligence profonde qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui sont des outils d'apprentissage et de modélisation vraiment intéressants, au-delà de la statistique. Je ne dis pas que il commence à y avoir des choses déployées, c'est sûr. On a travaillé à Mila sur un système de prédiction de la demande là, pour les cliniques, pour accélérer, pour réduire les temps d'attente. Tout à fait, oui. Donc là, c'est déjà déployé, ça. Puis on l'utilise. C'est pas de la tête à Papineau en termes d'intelligence artificielle, c'est des réseaux de neurones bien simples. Pour vous. Mais je pense que chacun d'entre nous qui regarderait comment ça marche, on mettrait la tête à Papineau. Quelle que soit la vitesse, je pense qu'on va tous être d'accord que cet effet transformant, il va être là. Quel est le rôle attendu ou quel est le rôle attendu d'un établissement comme le CHUM dans cette transformation-là? Vous vous dites, faudrait qu'on fasse quoi? Faudrait qu'on mette quoi en place maintenant ou à quoi on devrait penser? Ce qu'il faudrait éviter, mais qui serait naturel, parce qu'un hôpital, c'est une grosse machine, c'est une inertie qui nous empêche de profiter de progrès
qui sont à notre porte puis dont les patients pourraient profiter. Et j'en entends des échos à quel point c'est difficile de faire rentrer l'innovation dans des processus complexes avec toutes sortes de personnes, d'organisations, de processus qui sont en place depuis longtemps, etc. Ne serait-ce que les questions de données de patients, etc., je vois à quel point les choses bougent doucement. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais un hôpital comme le CHUM a une opportunité, avec un leadership qui a du courage, de prendre des risques, peut-être de faire des projets pilotes, etc., pour contrôler ces risques-là, mais d'aller assez vite pour éviter de se retrouver à finalement perdre des opportunités et attendre que tout le monde ait résolu les problèmes avant nous. Puis merci de ce message parce que je pense qu'on est un établissement où l'ensemble des directions, et je dis bien l'ensemble des directions, qu'elles soient cliniques, qu'elles soient transversales, sont très, très mobilisées justement pour prendre ce virage-là, être capable de travailler ensemble, être capable de se mettre ces priorités-là collectivement. On a une direction adjointe créée pour l'innovation et l'intelligence artificielle, donc je pense que la couleur est très, très clairement affichée. Donc, je ne suis pas trop inquiète qu'on va forcer aussi fort qu'on peut l'introduction. Ça ne dépend pas toujours que de l'hôpital. Si on pense, par exemple, aux données patients, bien, ça dépend du gouvernement du Québec. Puis ça ne dépend pas que de l'hôpital et ça ne dépend pas que d'un établissement. Je pense que je vais faire du pouce avec nos confrères qui sont dans la salle. Je pense qu'on a un intérêt aussi à avoir probablement une stratégie pan-établissement pour s'appuyer, puis consulter nos autorités. Puis simplement pour pouvoir profiter de jeux de données plus larges, plus il y a d'hôpitaux qui vont s'allier pour mettre en commun ces ressources-là, c'est qu'on est tous plus riches collectivement en partageant ce genre de données-là, évidemment d'une manière intelligente, en réformant la manière dont on travaille les consentements, par exemple, pour que ça soit mieux aligné avec les besoins d'intelligence artificielle, qui ne sont pas les mêmes que les études statistiques classiques, où on savait d'avance quelle question on allait poser, puis on demandait la permission pour cette question-là. Là, c'est pas raisonnable de procéder comme ça. Puis je suis 100%, 200%, 300% d'accord. On est un établissement où on a la chance de développer un nouveau vocabulaire que j'ai appris en moins de 6 mois, un lac de données pour justement être capable de répondre à toutes les questions qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait poser un jour. Que c'est certainement absolument fascinant. Les données, ça fait 2-3 fois qu'on s'en parle. Comment on fait ça, là? Comment est-ce que, finalement, on réussit collectivement à accéder à ces données en santé? On arrive à accéder à nos données bancaires, on arrive à accéder à tout plein de données. Si on est capable de faire confiance aux banques pour s'assurer que nos données personnelles, financières soient bien sécurisées, il me semble qu'on devrait pouvoir se faire confiance à nos systèmes de santé pour faire quelque chose de semblable et protéger la vie privée des patients. Il y a un concept que je trouve très intéressant aussi qui vient d'Angleterre, qui est le concept de data trust. Là, je ne sais pas c'est quoi la traduction en français, fiducie de données. Mm-hmm. Qui peut-être nous permettrait de rassurer les patients. Donc, c'est en rapport avec les questions de consentement. Donc, l'idée, c'est créer une tierce partie qui a uniquement comme but de s'assurer que les données des patients sont utilisées d'une manière qui est cohérente avec la volonté du patient. Évidemment, le patient ne pourra pas répondre d'avance à toutes les questions, mais il pourrait répondre à des questions relativement larges. Et ensuite, la fiducie de données va s'assurer que les recherches qui vont être faites, ou les applications, ou même les développements de produits ou de services soient cohérentes avec ça. Donc, moi, si j'étais un patient, je pourrais peut-être craindre qu'un médecin ou même un hôpital fasse des choix avec mes données qui soient
en fonction des intérêts du médecin ou du patient plutôt que mes valeurs, mes objectifs. Donc, peut-être d'avoir une tierce partie qui est peut-être même pas nécessairement le gouvernement, mais qui pourrait être mandatée par le gouvernement, ce serait une manière de rassurer tout le monde et qui remplacerait le mécanisme de consentement qu'on a aujourd'hui. Mais c'est... Je sais pas. Il faut réfléchir à des alternatives, en tout cas. Ben, c'est ça. Puis je me disais oui, puis ça va ressembler à notre commission d'accès à l'information qui, en quelque part, est censée protéger un peu la façon dont on utilise les données. Ça va ressembler à la CNIL en France. C'est quoi la vitesse d'exécution de ces mécanismes-là, parce qu'on comprend tous la nécessité d'une protection. Peut-être qu'on peut partir du système qu'on a, puis regarder comment le on modifier. Hein. Est-ce qu'on peut changer les règles du jeu pour s'adapter à la nouvelle donne? Je pense que oui, avec la bonne volonté. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des tribunes que vous voyez, j'en connais beaucoup en tout cas au Québec, qui se pointent? Je sais que vous travaillez beaucoup avec le scientifique en chef autour des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est des discussions que vous avez avec lui régulièrement? Il faut qu'on l'appuie, Rémi, là, parce qu'on en a besoin. Il fait un excellent travail. On est chanceux de l'avoir. On est chanceux. On est chanceux que notre gouvernement ait choisi d'avoir un poste comme ça. Ça n'existait pas auparavant. Et donc, il faut l'appuyer. À suivre. À suivre. On va dire, on se retrousse les manches, puis on va y arriver tous ensemble. Mettons qu'on les résolue, ce problème d'accès aux données, puis on a tout plein de lacs de données, puis on les utilise de façon précautionneuse et sécuritaire avec protection du patient. On peut faire des alliances avec d'autres parties du monde qui font la même chose. Commencer par les autres provinces du Canada. Là, je manque d'air, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la limite, c'est la planète, là. Ouais. Donc, la médecine va être vraiment, vraiment transformée le jour où le lac de données, c'est les données de toute la planète. De tout le monde. On commence petit, on commence dans un hôpital, peut-être quelques-uns, une province, etc. Mais c'est en train de se faire ailleurs aussi. Donc, je crois qu'on doit être non seulement à travailler sur notre système à nous, mais garder l'œil ouvert, la discussion avec nos collègues ailleurs qui ont des objectifs semblables pour essayer de converger éventuellement vers des normes sociales, des formules de consentement, des manières de représenter l'information médicale. Il y a déjà des standards, mais comme ces standards-là ont été mis au point avant le développement de la science des données, c'est en train de s'adapter. On doit participer à un effort international de c'est quoi les bonnes manières de faire pour gérer ces données-là. Puis ça m'interpelle beaucoup ce que vous dites, parce qu'on a vécu ça il y a une quinzaine d'années dans le grand mouvement de toute la génomique. Mm-hmm. Et ça m'interpelle parce que justement, je pense qu'il y avait une très grande concertation internationale, non seulement sur l'utilisation de la donnée omique, mais sur son encadrement éthique, légal, juridique, sociétal, où je pense que les plus grands scientifiques se sont réunis et ont donné des consortiums qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut travailler avec l'ensemble des données et des banques qui sont disponibles et donc, là très aussi, ouvertes. On doit jouer notre rôle, peut-être même jouer un rôle de leader moral sur c'est où qu'on met les lignes de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, puis le faire en concertation avec les autres. Revenons à notre transformation de la santé. On est au CHUM, il ne faut pas qu'on oublie notre patient, là. Ouais. Puis, moi, je suis une patiente dans 20 ans. Là, c'est chouette. J'ai une montre intelligente. Elle apprend mon rythme cardiaque. Elle envoie un signal à je ne sais pas qui, un robot, qui me dit « Viens-t'en, t'as un problème ». Là, j'ai Siri qui m'explique, après une grande analyse de son compagnon d'apprentissage profond, c'est quoi la médication que je vais aller prendre.
Puis comme tout est branché intelligence artificielle, allons-y donc, il y a à un moment donné un signal envoyé je ne sais pas où à la pharmacie avec des petits robots qui font que mon médicament va m'être livré à la maison avec un drone. Ça, c'est comme la révolution de l'intelligence artificielle et des technologies. Est-ce qu'on n'a pas en quelque part un peu déshumanisé notre approche de la santé? Il est où le patient? Il est où le médecin? C'est quoi la place dans ce scénario-là, pas si futuriste? Bonne question. J'ai l'impression que au niveau de la santé en particulier, on a vraiment besoin d'avoir des êtres humains en face de nous. Moi, quand je suis malade, je veux un être humain qui me tienne la main, pas un robot. Évidemment, j'aimerais que cet être humain soit accompagné de la meilleure technologie possible qui soit pour choisir le bon médicament, le bon traitement, etc. Mais on ne va pas se passer des êtres humains pour prendre soin les uns des autres, que ce soit pour la santé ou pour d'autres types de relations de soins. Donc, ça va rester. Je crois que même si on avait des machines très, très intelligentes, plus intelligentes que nos médecins, etc., on voudrait encore avoir une présence humaine importante dans la livraison des soins. Pour l'aspect de relation, l'aspect émotif, l'empathie qu'on va aller chercher. On sait l'impact des émotions sur la santé, sur la motivation à guérir, etc. Donc, c'est clair que ça doit rester ce côté-là et qu'on doit en prendre soin. Mais ça nous amène dans un établissement comme le nôtre et n'importe quel établissement, et on n'a pas besoin d'être surspécialisé pour ça, à se poser des questions sur l'évolution de nos métiers, qu'ils soient soignants, gestionnaires, médecins. Plus de temps avec le patient et moins à regarder les machines. Puis ça va arriver pour vrai, ou finalement le gain de temps qu'on va avoir, on va juste comme traiter plus de patients? C'est un choix collectif qu'on doit se donner. OK. Ouais, je peux embarquer avec vous, puis j'espère. Si je reviens à ma question de la formation, je lisais un rapport du NHS en Angleterre, au Royaume-Uni, rédigé par Topol, qui croit beaucoup au développement de l'intelligence artificielle. Puis il mentionnait ce chiffre que d'ici 20 ans, 90% des employés du NHS, qui est l'équivalent de notre système de santé, devront avoir des compétences en information numérique, etc. C'est sûr. Oui, puis je vais dire, OK, fine. Pas seulement dans le monde de la santé. On va tous devenir des mathématiciens ou des informaticiens. Non, c'est pas la même chose. On peut très bien être des utilisateurs des systèmes numériques sans en être des experts. On est expert utilisateur, mais on n'est pas expert concepteur. C'est pas la même chose. Mais là, expert utilisateur, encore faut-il que je sache ce qu'il y a dans la boîte qui m'échappe. Pas grave? Non. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans votre téléphone, là? Non, puis ça m'agace des fois. Je comprends. Mais on peut faire beaucoup sans comprendre le code qui est dedans. OK. Donc, on va se familiariser avec ces outils, peut-être même on va recevoir des formations, mais ça va rester superficiel par rapport aux personnes qui doivent déboguer quand ça ne fonctionne pas ou qui font carrément le design des systèmes, des algorithmes. Donc non, on n'a pas besoin de tous être experts en intelligence artificielle, mais on va avoir tous besoin d'être experts utilisateurs de ces outils qui vont être développés. Pour garder un aspect critique par rapport à ce qu'on a, pourquoi? Pour pouvoir les utiliser de la meilleure manière possible. L'aspect critique, ça, c'est autre chose. Je pense qu'en tant que citoyen ou en tant que participant d'une organisation, on doit connaître plus que le superficiel. Par exemple, le téléphone, là, c'est pas juste les algorithmes qui sont dedans, mais c'est tout un système, puis on sait qu'on peut être influencé par les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il y a une réflexion qui est une réflexion, dans ce cas-là, citoyenne, ou dans le cas d'un établissement de santé, c'est globalement, c'est quoi que ça fait à tout le monde de travailler de cette manière-là, ces outils-là? J'ai peut-être mon mot à dire, moi, comme clinicien, sur ces questions-là.
Puis justement, j'en reviens donc à ce fameux métier ou à ces fameux métiers qui vont devoir évoluer. On est aujourd'hui dans un événement de l'école d'intelligence artificielle en santé. Je pense que ça démontre qu'on est en train de se doter de ressources pour accompagner cette évolution-là des métiers. Des conseils pour nous, des modèles que vous avez pu observer qui fait qu'on aurait du succès dans cet accompagnement, encore une fois, de métiers qui changent, puis à tous les niveaux d'une organisation comme ça. C'est pas facile, ce que vous avez entrepris. Donc, je vous félicite tous d'être ici et de faire l'effort d'apprivoiser ces nouvelles technologies. Parce que disons, la distance culturelle entre le développement de l'intelligence artificielle puis les enjeux qu'on retrouve en santé, c'est énorme. Donc, c'est pas facile vraiment d'amener l'un à l'autre. Moi, ce que je crois, c'est que les gens qui sont ici vont éventuellement, certains d'entre eux vont être dans la prochaine génération qui va former ceux d'après. Okay? Donc, il faut voir ça de manière évolutive. Comme les super utilisateurs. Hein? Oui. Donc, peut-être certains des gens qui sont ici vont aller pousser plus en profondeur, aller étudier, aller participer à des projets de recherche, lire. Une chose qui est intéressante avec la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de ressources intellectuelles, je veux dire, qui sont disponibles gratuitement partout sur Internet, évidemment la littérature scientifique, mais pas seulement, les logiciels, des tutoriels, des vidéos, des conférences comme celle-ci, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, quasiment trop. Mais ce que ça veut dire, c'est que moi, je vois beaucoup de gens qui font énormément de chemin de manière autodidacte, peut-être ponctués d'écoles comme celle-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas suffisant, cette école. Mais si on la rime à d'autres choses, oui, on va avoir un effet boule de neige. Plusieurs des personnes qui sont ici vont probablement continuer leur trajectoire, peut-être de manière autodidacte, peut-être avec d'autres événements qui vont les aider dans leur formation. Et c'est nécessaire pour creuser un peu plus. Ma dernière question, tant qu'on est dans les locaux du CHUM, est la suivante. Brutalement, c'est est-ce que l'intelligence artificielle en santé, c'est équitable? Puis si je veux développer un petit peu, c'est... Dans quel sens? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de laisser de côté, pour différentes raisons, des populations marginales, des populations vulnérables, qui n'ont pas la même utilisation des outils, donc qui ne populent pas forcément les données de la même façon, puis qui ne seront pas à la même place quand il va s'agir d'avoir une montre connectée? Ouais. Comment on fait pour pas que ça arrive et puis pour pas avoir ce genre de biais? Bien, moi, ce qui me rassure, c'est que vous posez la question. Oui, je peux vous assurer qu'à la maison, on a une grande conscience sociale. Si je ne la posais pas, je me ferais chicaner. Et donc, c'est en posant ces questions qu'on va construire les réponses. Alors, oui, c'est déjà un enjeu, avant même l'intelligence artificielle. On sait déjà les problèmes des médicaments qui ont été testés juste sur les hommes ou les adultes, etc. C'est d'autant un enjeu que maintenant, les données vont avoir un rôle plus important dans le choix des traitements. Donc, il faut y porter une attention. Et j'irais même plus loin, ce n'est pas seulement dans la population qu'on sert, nous, que cet enjeu va être criant, mais moi, je pense aux pays où les systèmes de santé sont beaucoup moins développés, puis qui vont se retrouver à télécharger des choses à droite à gauche qui n'ont peut-être pas été testées sur les mêmes populations, etc. Je crois qu'on doit vraiment réfléchir globalement à cet enjeu-là. À cet enjeu-là. Je vais nous amener dans notre dernière partie de voyage. Petit cheminement encore. On va le découvrir ensemble. Donc, nous voilà dans notre dernier voyage et vous êtes ici dans ce building, en fait. Donc, on est ici dans notre pavillon R, donc dans nos espaces de recherche
où des chercheurs, aussi bien en recherche fondamentale, en recherche clinique, en recherche en santé des populations, travaillent à la génération de connaissances, à l'application de connaissances, à leur transformation. Ils sont plus de 400, leurs étudiants, etc. Donc, beaucoup d'efforts parce qu'on est un établissement de soins, mais on est un établissement de soins académique avec une forte mission d'enseignement et de recherche. Et ça va nous amener donc, dans ce dernier volet-là. Et ma première question sera l'intelligence artificielle appliquée à la recherche en sciences de la vie. Un peu comme tout à l'heure en santé, des exemples. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment déjà ensemble qu'on sait ou qu'on sait pas tant que ça? Donc, c'est une excellente question et je trouve qu'elle est fascinante parce qu'il y a un potentiel énorme. Je sais que plusieurs compagnies aux États-Unis, même ici, des startups, se posent la question de comment on pourrait être beaucoup plus systématique dans l'acquisition de connaissances sur le corps humain, mettons la cellule, là, pour commencer, de façon à guider éventuellement la médecine, mais vraiment sur une base assez fondamentale de comment la cellule fonctionne, comment les protéines et les autres molécules qui sont dans la cellule interagissent les unes avec les autres. Donc aujourd'hui, la recherche biologique répond à ce genre de questions, mais un petit morceau à la fois de ce puzzle énorme. Puis, ce que ces compagnies et certains chercheurs sont en train de construire comme vision, c'est l'idée d'utiliser l'apprentissage automatique, mais aussi des outils robotiques, par exemple pour tester de manière systématique des milliers d'interventions dans la cellule ou même des centaines de milliers d'interventions dans la cellule, différents types de cellules qui ont certaines caractéristiques, certaines maladies, etc. Et pas seulement, donc il y en a certaines, je sais qu'elles visent simplement à identifier quel médicament pourrait avoir quel effet sur quelle maladie qui implique tel gène, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier degré, donc de systématiser la recherche de médicaments. Mais l'étape suivante, c'est carrément de chercher une compréhension plus fondamentale de comment la cellule fonctionne et donc de construire une espèce de modèle de ce qui nous intéresse ici, des interactions entre les différentes molécules et du système sous-jacent qui soit assez général pour ensuite pouvoir répondre à beaucoup de questions de traitement ou d'autres, de compréhension de ce qui se passe. Donc là, c'est une vision à très long terme, mais c'est tout à fait envisageable de finalement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on envisage d'automatiser la recherche biologique avec l'intelligence artificielle et la robotique. Donc, c'est pas seulement on a les données, puis après on fait quelque chose avec, mais il y a une rétroaction entre l'acquisition de données puis l'analyse qui en est faite pour construire graduellement un modèle, un peu comme ce qu'on fait en sciences en général, qui va être le plus précis, le plus prédictif possible. Puis là, vous venez en fait de venir servir le Graal qu'on cherche tous de ce système biologique auquel on pensait répondre avec tous nos mics qu'on ne touche pas encore, mais là, on vient de se doter d'outils qui nous donnent cette cartographie. Il y a encore du chemin à faire. Là. On parle vraiment d'une vision à long terme. Moi, je pense qu'on parle de peut-être des résultats dans 20 ans de ce genre de choses. Mais le fait qu'il y a des gens qui y pensent puis qui commencent à investir là-dedans, ça me dit que c'est pas fou, là, cette idée-là. On s'en est parlé en préparant cette discussion et vous savez très bien qu'il y a 20 ans derrière, si j'avais eu de l'intelligence artificielle, ça aurait probablement sauvé mon postdoc et j'aurais pas fait les milliards de gouttes que j'ai dû faire pour avoir jamais un cristal de ma vie. Que je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que quand on s'en était parlé aussi, j'étais restée fascinée avec l'idée que non seulement ça nous aidait à aller acquérir nos connaissances en biologie, en système biologie, mais que l'intelligence artificielle elle-même allait chercher ses propres connaissances c'est ça. À travers un peu ça. Comme, pensons là à l'intelligence artificielle comme un chercheur, ou comme un groupe de chercheurs qui posent des questions
et qui va ensuite designer des expériences pour essayer de répondre à ces questions. Un peu comme un enfant qui essaie de comprendre son environnement. L'enfant, au début, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas, puis il essaye des choses, ça fonctionne pas. Il voit les effets, donc là, il apprend les relations de cause à effet. C'est la même chose ici. Il y a des relations de cause à effet dans les systèmes biologiques, puis on veut intervenir dans ces systèmes-là pour décortiquer ces relations de cause à effet, de façon à ensuite pouvoir obtenir les effets qu'on désire. Mais là, si je vous suis, on se retrouve dans 20 ans, parce que c'est ça que vous avez dit que ça me prenait, avec une super machine ou des super algorithmes qui vont avoir des capacités d'établir des relations, une certaine capacité de raisonnement. Je ne le dis peut-être pas correctement, pardonnez-moi. Puis là, est-ce qu'il n'y a pas un danger éthique majeur d'avoir quelque chose de plus intelligent que l'intelligence humaine, quelle qu'elle soit, là, et quelque chose qui est éthiquement plus perturbant que ne l'a été la brebis Dolly clonée qui est arrivée en 96 dans nos labos, là, qui avait déjà fait beaucoup de mouvements. Donc, éthiquement, comment est-ce qu'on fait pour développer une recherche, des connaissances, des algorithmes en intelligence artificielle qui sont responsables pour l'ensemble de notre société? C'est quoi nos mécanismes? En tout cas, ce n'est pas une personne toute seule, comme moi, par exemple, qui pourrait répondre à cette question. Parce que l'éthique, c'est quelque chose qui a un rapport avec le collectif. C'est un rapport avec ce qui est acceptable, ce qui est bon ou pas, d'un point de vue de la société. En grande partie, en tout cas, l'éthique s'attaque à ces enjeux-là. Pour revenir à la question spécifique de l'intelligence artificielle puis des questions éthiques, moi, je suis beaucoup plus préoccupé par les abus ou la mauvaise utilisation de ces technologies parce qu'elles vont l'être de plus en plus puissantes. Et là, ben, il y a des enjeux des enjeux d'utilisation militaire ou des enjeux d'utilisation de type Big Brother par des gouvernements autoritaires. Il y a des enjeux sociaux avec le marché du travail, il y a des enjeux de concentration du pouvoir et de la richesse, il y a des enjeux de discrimination, il y a plein d'enjeux éthiques qu'on n'a pas besoin même d'attendre 20 ans pour être inquiet. Parce qu'aujourd'hui, il y a des compagnies qui développent des produits. Au Canada, il y a le service de police de Toronto utilise déjà la reconnaissance faciale. On en connaît d'autres. Voilà. La ville de San Francisco a décidé que eux, il n'en était pas question, pour des raisons éthiques, d'incorporer ça dans n'importe quel processus de la ville. Alors, il y a des choix qui sont faits, puis c'est vraiment à court terme. Les enjeux éthiques à beaucoup plus long terme dont vous parlez, c'est-à-dire qu'est-ce qui arriverait si on avait des machines qui étaient plus intelligentes que nous, il y a des gens qui se posent ces questions-là. En général, moi, quand j'écoute ces discussions, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la science-fiction et qu'il y a peut-être une pensée plus guidée par nos peurs, justement, de type Frankenstein et de type, finalement, des peurs instinctives de ce qui serait plus fort que nous et qui pourrait nous dominer, parce que peut-être que si nous, on était à la place de l'intelligence artificielle, on ne serait pas fin avec les humains, comme nous, on n'est pas fin avec les animaux, par exemple. Donc, vous voyez, c'est plus dans le psychologique que, pour moi, des vraies craintes. Je pense qu'il faut garder un œil sur ces enjeux-là. Personnellement, je crois qu'on devrait éviter de construire des machines intelligentes à notre image. Parce que, bon, ce serait une longue discussion, là, mais je crois que c'est un peu pour la même raison qu'on ne veut pas cloner des êtres humains, par exemple. Si on a des machines qui sont à notre image, mais ça va être difficile de fonctionner avec ces machines autrement que comme on fonctionne avec des êtres humains. Puis c'est peut-être pas la bonne manière de gérer ça.
déclaration de Montréal sur l'IA responsable, création d'une commission au niveau fédéral. Vous êtes satisfait de comment est-ce que Québec, Canada, on entreprend ces débats-là et on se dote de pensées et de penseurs autour, ou plutôt, vous voudriez oui, encore mieux? Plutôt. Bon, là, il y a une certaine incertitude dans les 6 prochains mois. Mais jusqu'à présent, je peux dire que les gouvernements au niveau du Québec et du fédéral ont vraiment non seulement soutenu la recherche en intelligence artificielle, mais vraiment quasiment nous ont forcé la main pour aussi qu'on travaille sur le côté éthique et qu'on élargisse la discussion avec les experts hors de l'informatique. Probablement des volets qu'on devrait inclure dans chacun de nos travaux de développement. Ça nous inviterait à développer la pensée en même temps que la technologie. On arrive au terme de notre entretien, mais j'ai une toute dernière question pour vous. La dernière question est la suivante. On a notre gourou des données chez nous. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, Dr Michael Chassé, qui a développé le Centre d'analyse et d'intégration des données médicales du CHUM. Et Michael dit souvent cette chose, il dit les données en santé ont besoin de beaucoup d'amour. Alors, ça veut dire qu'il faut être patient. Sûrement. Alors, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui retient votre attention? Où est-ce que vous allez aller mettre cette patience? Est-ce que vous allez la mettre dans les données? Est-ce que vous allez la mettre dans la beauté de lignes de code qui nous donnent un nouvel algorithme encore plus connaissant et apprenant que le précédent? Ou est-ce que vous allez la mettre dans les humains qui sont tout autour de ça? Mais, vous savez, chacun de nous a sa place dans la société, puis chacun de nous peut contribuer de différentes manières. Moi, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, j'ai un chapeau de directeur scientifique de Mila, d'Ivado. J'ai aussi un chapeau de chercheur. Comme chercheur, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la beauté des algorithmes, mais disons, être capable d'approcher de l'intelligence humaine. Et il y a des enjeux vraiment pas faciles. Et je ne sais pas, peut-être ça va prendre 20 ans, 50 ans, 100 ans pour qu'on résolve ces problèmes. Donc ça, c'est ça qui m'appelle comme chercheur. Comme ayant un rôle plus de gestionnaire de la science, là, je suis très, très interpellé par la question des données en santé, par la question des applications responsables de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais contribuer par mes décisions à ce qu'au Québec, on développe plus encore cette force-là. Et je vois que c'est des défis pas évidents au niveau de la formation, comme on le voit aujourd'hui. On a à développer plus ce genre d'outils de formation et des formations qui, par nature, seront différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mes étudiants, c'est des informaticiens pour la plupart, et ce serait difficile pour moi de prendre des étudiants qui n'auraient pas un bagage suffisant. Mais on peut créer d'autres formations. Donc on a créé une formation, par exemple, au niveau deuxième cycle, un DESS, qui est beaucoup plus abordable à des gens qui viennent d'autres disciplines. Mais ça, c'est juste un premier pas. Puis vous venez de l'autre sens. Et je crois qu'il faudra en créer plus là, de ces outils de formation. Puis on doit aussi travailler avec les entreprises, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans le contexte universitaire assez bien. Il y a des choses qui se font dans les hôpitaux, mais les entreprises technologiques dans le domaine de la santé ont un rôle très, très important aussi. Puis c'est aussi une opportunité de créer de la richesse pour le Québec. On veut que ces entreprises créent de la richesse qui va être taxée ici, qui va retourner aux Québécois. Je pense qu'on l'avait bien compris. Professeur Benjo, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on savait tous le grand scientifique que vous êtes, mais je pense qu'on découvre
l'être humain. L'être humain, ses qualités, son humour, la saveur avec laquelle vous répondez, et les grandes qualités d'humaniste qu'on peut avoir, militant d'une intelligence artificielle développée de façon responsable et dans tous les sens du terme. Alors, merci énormément. Merci. Alors, c'est votre tour. On va prendre quelques séries de questions. Vous avez 2 micros dans les allées. Il faut vous déplacer au micro pour poser les questions. Je vais vous demander, quand vous intervenez, de vous présenter et d'indiquer aussi quelle est votre organisation. Donc, on a une jeune femme, on y va. Jeune, plus tellement. C'est pas grave, on va faire pareil. Je suis pharmacienne ou professeure à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Alors, ça m'intimide beaucoup de vous poser une question, mais je vais oser. J'ai des inquiétudes par rapport à l'utilisation des données massives, là, du big data, par des compagnies privées, entre autres dans le domaine du médicament. Et bon, on sait qu'on va anonymiser les données. Vous avez parlé de balises qui ont été créées en Angleterre, d'une fiducie bon, je ne me rappelle plus trop, là. Mais on dit aussi qu'on a souvent besoin d'argent, que les gouvernements manquent d'argent, qu'on va avoir besoin du privé pour soutenir l'intelligence artificielle et son développement. Mais en même temps, vous et votre équipe, dans une université montréalaise, avec probablement pas tant d'argent au départ, vous avez développé quelque chose d'extraordinaire qui fait rayonner Montréal dans le monde. Alors, j'aimerais, parce que je vois beaucoup de jeunes ici, probablement de jeunes chercheurs qui débutent leur carrière de professionnels. Alors, c'est quoi les meilleurs ingrédients? On sait bien qu'il y a l'intelligence, là, mais qu'est-ce qui fait que... C'est quoi le meilleur quoi? Les meilleurs ingrédients. Ah. Parce que, est-ce que c'est pas juste l'argent? Parce que... Hein? Non. Au départ, on n'en a pas. Donc, quel conseil vous donnez et quelles sont vos craintes par rapport à l'utilisation? Parce qu'on sait que des compagnies comme IMS Health achètent des données. Donc, c'est anonymisé, mais on influence la prescription, etc. Moi, je crains beaucoup, notamment les habitudes américaines, etc., là, par rapport aux médicaments puis à l'utilisation des données pour faire toujours plus d'argent avec les médicaments. Ça, c'est mon domaine. Merci. Sur la question des ingrédients, évidemment, moi, je peux juste parler de mon expérience personnelle, mais un facteur important, finalement, c'est la confiance en soi qui nous permet de faire des choses différentes de ce que la plupart des gens font. Alors aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens utilisent les réseaux de neurones qui sont au goût du jour. Peut-être qu'il y a des applications ou des manières de faire ou des algorithmes auxquels les gens ne pensent pas parce qu'ils sont dans le dogme. Quand on a développé nos nouvelles idées dans les 10, 20 dernières années, on est sorti du dogme. Donc, il faut permettre aux chercheurs et surtout aux jeunes chercheurs, aux étudiants, d'explorer des pistes qui ne sont pas nécessairement alignées avec la pensée de tout le monde. Et ça, je trouve qu'au Canada, on fait un bon travail parce qu'on a un système de financement. En tout cas, du côté CRSNG, là, je ne sais pas comment c'est de votre côté. Un peu moins, mais en tout cas. Où on donne de l'argent aux chercheurs avec très peu de contraintes sur ce qu'ils doivent réellement faire, à part produire des articles, mais pas nécessairement d'avoir à dire d'avance ce qu'ils vont faire, mais plutôt à montrer leurs preuves après. Donc, il faut continuer dans cette voie. Et puis, pour ce qui est des données et de l'utilisation que les compagnies peuvent en faire, moi aussi, je suis inquiet parce que la maximisation du profit puis la maximisation du bien-être collectif, c'est pas nécessairement aligné. Donc, on doit s'assurer de mettre en place des mécanismes de régulation sociaux pour que les deux soient le mieux alignés possible. Donc, on doit s'assurer que nos compagnies aient l'intérêt
de travailler dans le sens qui va nous servir collectivement. Puis ça, ben, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Il faut que les gouvernements interviennent et mettent des balises. C'est pour ça qu'on a ces discussions. C'est pas seulement pour dire, ah, voilà les 10 principes de la Déclaration de Montréal, mais il faut que ça se traduise dans des règlements au niveau des provinces, des pays, des hôpitaux, des compagnies, etc. Est-ce qu'on a une autre question ici? Bien, bonjour, mon nom c'est Gisaël. Je suis un jeune entrepreneur dans une start-up. J'ai aussi retourné à l'école dernièrement pour l'intelligence artificielle, entre autres un MicroMaster au MIT. J'ai 2 questions très courtes. Ma première question, c'est justement, vous avez frôlé un petit peu le sujet. Est-ce que vous croyez que le pouvoir politique devrait prendre un processus décisionnel pour faire un système de neurones central appartenant au gouvernement? Non. Non? Puis ma deuxième question, c'est justement pour les hôpitaux. Puis on ne veut pas de super cerveau qui nous contrôle tous, là. Est-ce que vous croyez que utiliser d'autres genres de technologies avec l'intelligence artificielle présentement pour les centres hospitaliers pourrait permettre justement une certaine transition au système hospitalier, entre autres d'utiliser l'Internet des objets avec l'intelligence artificielle pour, entre autres, trouver les chaises roulantes disponibles à l'intérieur de l'hôpital, savoir combien vous avez de clients dans chacune des salles d'attente, savoir le délai d'attente aussi de chaque client qui serait peut-être pas obligé de rester à l'hôpital à tous les jours. Puis tout à l'heure, vous disiez que vous aviez peur des intelligences artificielles, mais je vous le demande en tant que médecin, combien de programmes différents une infirmière doit vérifier avant de faire une transfusion sanguine aujourd'hui? Et dites-moi si une intelligence artificielle pourrait venir qu'à aider et sauver du temps et peut-être des vies humaines. Je vous laisse répondre d'abord. Ben, il y a une chose qui est sûre dans ce que vous avez dit, c'est que pour profiter des progrès en intelligence artificielle, tout à l'heure, on l'a dit, on a besoin de données, puis ces données-là, souvent, il faut les mesurer quelque part. Et aujourd'hui, on ne les mesure pas nécessairement. Donc, beaucoup des exemples que vous avez donnés, donc avec l'Internet des objets, mais en fait, tout ce qui est senseur, ça va devenir de plus en plus important pour tirer parti de ce potentiel-là, que ce soit pour améliorer la logistique des processus dans les hôpitaux ou pour même au niveau de la santé elle-même. Donc, les senseurs, ça peut être aussi des senseurs qui vous permettent de voir ce qui se passe dans le corps du patient, ses habitudes, avec des caméras, avec toutes sortes de choses. Donc, oui, ce côté senseur, mais en même temps, je dirais quand même qu'il faut être prudent, parce que les senseurs, ça coûte cher à déployer à grande échelle. Et donc, avant d'embarquer dans quelque chose qui est une grande dépense collectivement, je pense qu'il faut y aller intelligemment, avec des pilotes, avec bon, je ne suis pas un expert, là, mais je sais que c'est facile disons, embarquer dans un déploiement matériel important, puis après ça, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas ce dont on a besoin, tandis qu'au niveau du logiciel, ben, c'est plus facile de changer un logiciel que changer du matériel. Est-ce que je peux me permettre une autre petite question rapide? Il y a peut-être d'autres entrepreneurs ici. Comment je fais, moi, justement, si je suis une start-up, pour arriver et proposer, c'est quoi la première étape ou les premières étapes à franchir quand je suis une start-up pour arriver et déposer un projet pilote à un hôpital puis que ça soit accepté? Je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne pour répondre. Je pense que le mieux, c'est probablement qu'on ait une discussion après la conférence. Je vais vraiment me rendre disponible. Premièrement, pour répondre aussi de notre point de vue de clinicien, que je ne suis pas, mais ce n'est pas grave, à votre question précédente, puis aussi pour voir comment est-ce qu'un établissement comme le CHUM aide les startups avec différents programmes, parce que c'est très important pour nous de les avoir le plus précocement possible, voir les innovations, comment elles arrivent, comment elles s'intègrent, comment elles répondent aux besoins des patients qu'on a et non pas comment elles pensent qu'elles ont juste une bonne idée. Donc, on a des mécanismes et ça va me faire plaisir de parler avec vous. L'autre chose que je vais ajouter, c'est qu'à Mila, on a aussi une certaine infrastructure pour aider les startups. Donc, on a une équipe qui donne des conseils, évidemment, au niveau de l'intelligence artificielle. On a d'expertise et pas dans le côté médical. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, peut-être certains ne sont pas au courant, mais qui est un service à la communauté qui est disponible. Okay. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. 2 questions de ce côté-là, puis après ça, on s'en va à des questions Facebook. D'accord. Luigi Lopanto, directeur des services professionnels ici au CHUM. Vous avez abordé plusieurs thèmes tantôt, comme l'équité, l'éthique. En fait, ça fait référence à l'acceptabilité de l'intelligence artificielle. Il y a la Déclaration de Montréal, bien sûr, mais certains ont évoqué certains critères d'acceptabilité
dont, je ne sais pas si c'est un mot, mais explicabilité, Oui, oui, explainability. oui. L'Union européenne a même enchâssé dans ses règlements le droit à l'explication. Maintenant, la beauté de l'apprentissage profond... C'est aussi dans la Déclaration de Montréal. Et on a réfléchi beaucoup à la manière de le formuler. D'accord. Alors, l'apprentissage profond est capable de trouver des liens ou d'arriver à des conclusions, à des prédictions que nous, parfois, on ne comprend pas tout à fait. Oui. Il y a même certains qui prétendent que si on ne les comprend pas, mais en médecine, on ne pourra pas les utiliser. C'est quoi votre réponse? Est-ce que c'est un enjeu? Ben, si je donne le choix entre un traitement qui vous sauve la vie, mais que vous ne comprenez pas, puis un que vous comprenez, mais qui vous laisse mourir, vous prenez lequel? Non, je suis bien d'accord. Sauf que... OK. Cela étant dit, non, mais... c'est pas tout noir, tout blanc. Donc, en fait, il y a déjà des outils qui existent, des méthodes qui existent pour interpréter ce que font ces systèmes. Puis, c'est pas parce que c'est de l'apprentissage profond, c'est simplement parce que c'est des systèmes très complexes, un peu comme votre cerveau aussi. Si je vous demande d'expliquer pourquoi vous savez que c'est un verre que je tiens, en fait, vous allez me raconter une histoire, mais elle n'est pas suffisante pour réellement aller jusqu'au bout de pourquoi vous l'avez interprété de cette manière-là. Donc, on peut interroger les systèmes actuels, par exemple, pour identifier quelles variables ont été plus importantes ou quelles zones dans l'image, si c'est une image, ou quelle période dans le temps. Et est-ce que ces variables-là ont une influence positive, négative, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour interroger et avoir une certaine interprétation. Ça, c'est un champ de recherche en soi. Il y a déjà des outils qui existent, des idées qui sont là. Ça va se développer plus, donc je pense qu'on va aider l'interprétabilité, mais aussi on doit accepter qu'il y a des limites à l'interprétabilité, de même qu'il y a des limites à ce qu'un humain est capable de produire. Donc, dans la Déclaration de Montréal, on a dit qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que... on ne devrait pas demander plus à ces systèmes-là que ce qu'on demanderait comme explication à un être humain. D'accord, merci. Michael, notre gourou. Donc, oui, mon nom, c'est Michael Chassé. Je suis médecin au CHUM, chercheur ici. Pour avoir accès quand même à beaucoup d'informations médicales de par ce qu'on est en train de développer, on se rend compte que l'anonymisation, la désidentification, c'est de plus en plus compliqué. D'anonymiser, de désidentifier des données. Quand on est rendu avec énormément de données, on est souvent capable de croiser avec des données publiques, réidentifier des patients via des bases qui étaient anonymisés dans des bases de données publiques à partir de données privées. J'aimerais vous entendre sur le libre accès des données médicales. Donc, la publication des données médicales en libre accès, parce que quand on travaille avec beaucoup de Mila, entre autres, etc., on parle de publication des bases de données et tout. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Bien, je crois qu'il n'y a pas une réponse unique. Je pense qu'il y a des situations où on peut anonymiser de manière raisonnable, puis à ce moment-là, il y a un très grand avantage à publier les bases de données pour permettre à plus de chercheurs d'explorer plus de choses et donc arriver à des meilleures solutions plus rapidement pour tout le monde. Et il y a d'autres cas où ce ne sera pas raisonnable. Et donc là, à ce moment-là, il y a quand même d'autres mécanismes. Par exemple, si on a des dépôts de données sécurisés qui sont accessibles seulement à certains chercheurs qui ont montré patte blanche, bien, on a quand même déjà une possibilité de recherche qui n'est pas aussi facile que si c'était vraiment des données publiques, mais quand même vont permettre, si on regarde par exemple ce qui est fait, en tout cas, c'est déjà des choses qui existent pour les chercheurs et on peut aller dans cette voie, puis je pense qu'on devrait aller plus dans cette voie. Ça veut dire mettre en place des processus pour autoriser les chercheurs avec des projets qui ont du bon sens, et puis en même temps garder une certaine sécurité. Il y a aussi d'autres possibilités, je pense, à court terme, parce que ça va prendre peut-être du temps à se mettre en place, un peu comme ce que Imagia fait, où on garde les données dans chaque hôpital, mais on a l'entraînement qui est fait sur un serveur à l'extérieur, qui n'a pas besoin d'avoir accès directement aux données, mais qui communique les paramètres des modèles. Donc, c'est une forme de sécurité qui n'a pas besoin d'un dépôt central, qui a un coût parce que le temps de transmission, etc., ça va ralentir les choses, mais c'est aussi une manière de faire. Mais l'idéal, ce serait de centraliser les données
mettons au niveau du Québec, à un seul endroit où les chercheurs québécois pourraient accéder. Merci. Il nous reste une question ici, puis après ça, Facebook. Bonsoir, mon nom est Pierre Feller, je suis médecin de formation, je suis gestionnaire au CUSUM. Je vous remercie d'abord pour la conférence. Vous avez abordé brièvement la grappe de Montréal en intelligence artificielle. Pourriez-vous élaborer un peu, puis je serais intéressé aussi, bien entendu, à connaître les liens que vous entretenez avec les collègues de l'Université McGill? Bien sûr. Donc, il y a une grappe québécoise, en fait, en intelligence artificielle qui se met en place, puis avec de plus en plus d'acteurs. D'ailleurs, ça peut devenir un fouillis au départ. Mais c'est excellent parce que chacun occupe une niche différente. Moi, je suis associé de plus près à 2 organisations, Mila puis Ivado, qui sont plus du côté intelligence artificielle, sciences des données, recherche informatique, et qui tissent des ponts avec, par exemple, des partenaires du côté médical. Dans le cas de Mila, alors que Ivado, c'est plus Université de Montréal. Dans le cas de... Puis c'est plus une manière de redistribuer des fonds de recherche apogée dans des projets multidisciplinaires. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis dans le cas de Mila, c'est vraiment un joint venture, si je peux me permettre l'expression, entre l'Université de Montréal et McGill, avec à peu près autant de profs des 2 côtés, un lieu physique où la synergie des chercheurs en intelligence artificielle peut se développer, et un côté transfert technologique, autant vers des entreprises que vers des applications en santé ou autres. Notre question Facebook, Nathalie? Oui, bonjour. Alors, Amine qui demande si l'intelligence artificielle atteint son apogée, quels aspects de la santé pourraient toujours requérir une intervention humaine outre l'empathie? J'ai pas tout compris. Si l'intelligence artificielle a atteint son apogée? Oui. Ouh, on est loin. On est loin de l'apogée. Puis la suite, c'est quoi? Quels aspects de la santé pourraient toujours requérir une intervention humaine outre l'empathie? Bien, en fait, il y a l'empathie, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire que le patient, comme je disais tantôt, il a besoin d'un être humain pour être rassuré, pour émotionnellement vivre l'expérience de la difficulté médicale de manière qui fonctionne le mieux. Donc, ça, c'est clair. Puis, pour longtemps, on va encore avoir besoin d'êtres humains, de médecins, d'autres, pour comprendre le tableau général. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et pour longtemps encore, elle va être très spécialisée. Elle va être bonne à interpréter certaines données et répondre à des questions pointues. Mais le médecin, il a une capacité d'intégrer beaucoup d'informations, incluant l'information non explicite là, dans le non-verbal ou dans les discussions verbales, mais qui n'ont pas été nécessairement retranscrites, analysées par l'ordinateur. Deuxième question de Camille qui dit « La Déclaration de Montréal mentionne que le code des algorithmes, publics ou privés, doit toujours être accessible aux autorités publiques compétentes et aux parties prenantes concernées à des fins de vérification et de contrôle. Outre le commissaire à la vie privée, comment voyez-vous l'implication d'organismes réglementaires comme Santé Canada à ce niveau? » Donc, comment articuler cette recommandation de la Déclaration de Montréal? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on peut dépendre de juste une organisation pour tout le Canada pour s'occuper de ça. Donc, il faut décentraliser ce genre d'expertise. Éventuellement, il pourrait y avoir des représentants du gouvernement sous une forme ou une autre qui sont un peu partout là où ces systèmes sont déployés ou designés. Une dernière question, si j'ai tout compris. La sous-performance des TI? Oui.
Oui, j'ai vu mon médecin hier, puis il n'était pas capable d'accéder au dossier de santé de mes résultats. C'était trop lent. Oui. Mais là, moi, je ne suis pas le Père Noël. Je crois que... Je ne sais pas, en fait, pourquoi nos systèmes informatiques dans le domaine de la santé sont si pourris. C'est inquiétant. Est-ce que c'est un problème de volonté politique pour mettre l'argent qu'il faut, ou c'est parce qu'on n'a pas fait les bons choix puis qu'on s'est fait avoir par les vendeurs qui nous ont vendu des systèmes trop chers et pas performants? Tout ça est possible. Là. Je ne suis pas assez connaissant de ces enjeux-là. Je suis désolé. Richard, je vais répondre, toi qui es là. Je vais répondre dans mon nom et non. Je viens de le quitter, donc c'est toi qui es responsable de... C'est vrai. OK. Et donc, il faut avoir une gestion très unifiée de l'informatisation de notre réseau de la santé. Et je pense qu'il faut perpétuer ça. On a commencé à donner une gouvernance là-dessus dans les dernières années. Et c'est le début d'une longue histoire qui va durer au moins 10 ans. Oh! Non, on ne peut pas attendre 10 ans, là. L'intelligence artificielle ne va pas attendre 10 ans. Merci beaucoup. Je pense que ça finit notre entrevue sur ces paroles-là. Je ne vais pas prendre de risques. Puis on doit aller dans la salle d'à côté où d'autres personnes nous attendent. Merci encore 1000 fois. Merci pour votre générosité. Un immense merci à tous les deux pour cet entretien fascinant et stimulant. Et effectivement, nous allons nous déplacer vers l'Agora pour répondre aux questions de l'audience qui était de l'autre côté du mur. Merci.